Bon, je vous propose de commencer, ça fera priver les retardataires. Donc ce soir, nous avons décidé de consacrer la soirée au thème de l'immigration. Alors pourquoi avoir choisi ce thème à nouveau, puisque c'est un thème qu'on a quand même abordé à plusieurs reprises. Il nous est apparu utile justement de revenir sur ce thème après la conférence que avait donnée Jean-Paul Boulovitch, vous vous souvenez, hein, c'est l'auteur c'est un spécialiste de l'Afrique, c'est l'auteur de l'immigration pour les nuls. Il nous avait déjà donné notamment toute la dimension chiffrée de l'immigration, hein, de cette vague migratoire. Et donc, il avait planté le décor et il avait vraiment montré que ces flux étaient vraiment tout à fait importants, même assez dramatiques. On avait également fait venir François Belker, qui est secrétaire général du comité royaliste d'action française, qui lui avait donc parlé plutôt de la politique de l'immigration en France. Et lui, il avait insisté sur le fait que ce qui importait, c'était le réel, c'était la réalité, et qu'il fallait se garder justement des idéologies, et qu'il fallait inventer une réponse politique à ce défi qu'est l'immigration. On avait également fait venir Laurent Dandrieux, donc, qui est rédacteur en chef, enfin rédacteur à Valeurs Actuelles en charge des pages culture, et qui a écrit ce livre que j'ai amené, hein, voilà, Église et immigration, le grand malaise. Et puis enfin, souvenez-vous que à l'automne, on avait fait venir Annie Laurent de Marseille, qui est spécialiste de l'islam, et Annie Laurent nous avait enseigné en quoi cette religion de l'islam est si particulière et quel défi elle représente, tant au plan national qu'au plan international. Et puis alors, il y a d'autres auteurs qui ont travaillé ce sujet, qui continuent de le travailler. Alors il y en a un qui a fait beaucoup de bruit, vous l'avez peut-être lu, hein, et qui, bon, il a écrit un bouquin assez copieux. Donc c'est Laurent Oberton qui a écrit donc La France interdite, hein, et voilà, qui est un livre assez remarquable où on trouve une quantité de données chiffrées qui est une quantité remarquable. Et puis alors récemment, vous l'avez peut-être lu dans Le Point, vient de sortir L'archipel français de Jérôme Fourquet, qui n'est pas suspect d'être quelqu'un qui est de nos idées, hein, c'est plutôt quelqu'un qui est du côté de la pensée politiquement correcte. Il n'empêche que Jérôme Fourquet a quand même été, en tant que chef du service opinion à l'IFOP, hein, c'est vraiment un homme des chiffres. Il parle, lui, d'un grand bouleversement, donc il ne parle pas d'un grand remplacement, mais c'est un petit peu ça quand même, hein, c'est la même chose. Hein. C'est un grand bouleversement, et voilà, et donc, et alors lui s'est autorisé ce que les autres n'avaient pas pu faire officiellement, à étudier les prénoms. Et donc, en étudiant les prénoms, il a fait le constat voilà, dont on va parler. Voilà, donc ça c'était ce qu'il y avait de nouveau. Puis alors ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Institut d'études démographiques et l'INSEE ont enfin sorti avec retard des chiffres. Et donc maintenant, il faut savoir que l'INED et l'INSEE commencent à sortir alors ils n'appellent pas ça statistiques ethniques, mais ça revient à ça. Hein. Et Michel Tribala, qui est une grande démographe, a publié dans Politique Magazine un article où justement elle a un peu dépioté tous ces chiffres, et force est de constater que ce sont des chiffres très confus et qui sont peu fiables, mais il en ressort tout de même une réalité, c'est que on a depuis... l'immigration s'est accélérée ces 10 dernières années, et voilà, toutes les courbes montrent que vraiment c'est une courbe asymptotique. En plus, la révolte du pays réel au travers du mouvement des Gilets jaunes, depuis novembre 2018, a quand même secoué la France, cette léthargie dans laquelle la France se trouve, et a posé la question de l'immigration de masse, hein, puisqu'on est passé d'une immigration de travail, hein, dans les années 60, jusqu'à la fin des années 60, à une immigration de peuplement, notamment à partir de 74 et 75, l'élection de Valéry Giscard d'Estaing qui a vraiment
autorisant le regroupement familial, qui a vraiment transformé cette immigration en immigration de peuplement. Et donc, sur les ronds-points, chez les Gilets jaunes, à l'évidence, la question de l'immigration était abordée. Je ne sais pas si vous y avez été, mais soit à mot couvert, soit très franchement. Mais voilà, comme c'était un thème qui ne faisait pas consensus, il n'a pas été retenu comme un thème pouvant... bon, et puis évidemment, il a été écarté par le gouvernement des 4 sujets retenus pour le grand débat. Bon. Il n'empêche que cette révolte, elle a quand même mis l'immigration au premier plan des préoccupations des Français. Bon, puis alors il y a une autre réalité depuis que ces conférences que j'évoquais tout à l'heure avaient eu lieu, et qui s'est bon, c'est d'abord ce qui s'est passé dans les pays européens. Il y a quand même eu des changements importants, bien sûr en Pologne, en Autriche, en Hongrie, et il y en a eu en Italie, il s'en prépare en Espagne. Il y a eu quand même le Brexit qui a également... et où l'immigration, maintenant on le sait, était le sujet clé du vote des Anglais pour sortir de l'Union européenne. C'est maintenant, ça y est, on le sait. Enfin, les études maintenant établissent que c'est bien la raison pour laquelle aussi ils ont quitté l'Union européenne. Donc tout ça, toute cette montée d'un appel à recouvrer la souveraineté, et bien tout ça, c'est aussi traduit dans d'autres pays. En Allemagne, vous avez pu constater qu'en Allemagne, les forces qui appellent à recouvrer la souveraineté allemande prennent vraiment de l'importance, hein, aussi bien à droite d'ailleurs qu'à gauche. Et de la même manière, au Danemark, il y a une politique maintenant de contrôle des flux migratoires qui est importante. Bon, et puis alors il y a eu quand même un événement, ça a été le traité de Marrakech, hein, puisque la France a signé en catimini un traité sans consultation et sans publicité, et ça vient d'abord heurter quand même une part considérable des Français et des forces politiques, et donc ça c'est un événement qui... on veut nous faire croire que le traité de Marrakech est inoffensif et qu'il n'a pas de force, alors que c'est faux, puisque quand il y aura des contentieux, on sait bien que ces traités vont être invoqués pour appuyer des décisions juridictionnelles de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour européenne de justice. Donc c'est se moquer de nous que de laisser croire que ce traité n'a pas d'importance. À l'évidence, il en a une. Bon, et puis alors, dans les pays francophones, il se passe aussi beaucoup de choses, et ça intéresse notre sujet, puisque toute cette malgouvernance, cette absence d'état de droit qui existe dans les pays notamment francophones, ça génère des flux migratoires, et où ça va en générer. Et alors évidemment, le cas le plus proche de nous, c'est l'Algérie. Hein, ce qui se passe en ce moment en Algérie, ça nous intéresse au premier plan, puisque en fonction de la manière dont les choses vont tourner, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une accentuation des flux migratoires. Et vous savez qu'en ce moment en Algérie, il y a une misère, il y a un désespoir, une désespérance, pas seulement chez les jeunes, hein, même dans la population. Et non seulement les gens font des barrages pour réclamer leurs droits, mais en plus de ça, il y a maintenant des gens qui prennent des bateaux et qui passent par l'Espagne et par l'Italie pour fuir le pays. Donc c'est absolument gravissime. Ça n'est qu'un début, mais c'est annonciateur de flux migratoires beaucoup plus considérables. Bon, et puis alors, nous, à Grenoble, on a été aux premières loges pour vivre quand même une actualité récente qui est un peu un effet de cette invasion de l'immigration. Ça a été les événements à Mistral, hein. Ça a été aussi où on a vu après que cet incendie s'est communiqué à d'autres quartiers, voire à d'autres communes, hein, puisque même Voiron a été touché. Enfin, il y a un certain nombre de... Donc on voit bien que le comportement de ces jeunes des quartiers est un comportement qui est à la fois de solidarité et où ils expriment une identité... voilà, où ils revendiquent en tout cas une identité au travers de ces violences. J'ajoute enfin, souvenez-vous de cette grève des surveillants de prison
hein, qui n'a pas fait beaucoup parler d'elle, mais qui quand même, dans le dernier établissement pénitentiaire le plus ultramoderne, hein, ils ont quand même réussi à avoir un grave incident, et il y a donc 2 surveillants qui ont été quand même blessés. Or, la cause, personne n'ose le dire, mais la cause, c'est le fait que les règles européennes interdisent la fouille, et donc on ne peut pas vérifier ce que les visiteurs introduisent. Et c'est comme ça que... Ah, voilà Michel. Formidable. Bonjour Michel. Bravo. Voilà, alors, ce que je vous propose, c'est donc un plan en 3 parties. Les enjeux de l'immigration. Mais là, je dirais assez vite, parce que c'est un sujet qui a été quand même assez bien traité par Jean-Paul Gourevitch et François Belker. Ensuite, je parlerai du cadre dans lequel notre réflexion sur l'immigration doit s'inscrire. Hein. À la fois le cadre géopolitique, l'identité française, le cadre institutionnel. Voilà. Et ensuite, ce que j'essaierai de faire, c'est de définir les axes d'une politique cohérente de contrôle des flux migratoires, politique familiale et resserrement des liens avec les nations européennes et les pays francophones. Alors, les enjeux, ils sont effectivement considérables, et on peut dire qu'aujourd'hui, l'immigration, c'est quand même le sujet numéro 1, aussi bien pour la France que pour la plupart des pays européens. Alors, vous vous souvenez du tonnerre qu'a pu faire la publication du suicide français. On peut, lorsqu'on regarde l'évolution de la natalité, lorsqu'on regarde le comportement des Français, on peut se demander si effectivement on n'a pas par moment des comportements suicidaires, des comportements où on n'a plus cette envie de vivre et de se perpétuer. Voilà. Et donc, ce que Jérôme Jouffret appelle bouleversement, on peut quand même l'appeler remplacement, dès lors que si on projette simplement les courbes, sans être pessimiste, hein, mais en projetant les courbes, on peut savoir qu'en 2040, hein, il y aura quand même 40% de la population qui sera halogène, hein, qui ne sera plus indigène. Aujourd'hui, c'est 80-20, 2040, c'est demain. 2040, on y est assez vite, hein, malheureusement, c'est très proche. Voilà, donc sur le plan, je ne vais pas vous assonner de chiffres, mais quelques chiffres quand même. Hein. Pour l'année 2015, donc c'est déjà ancien, il y avait quand même 5,4 millions de descendants de maghrébins, donc 8,3% de la population, et 500 000 descendants de harkis, donc 0,7. Il y avait 2,75 millions de descendants d'Africains subsahariens, donc 4,2% de la population. 1 million de descendants d'Asiatiques, 1,5%. Ensuite, 600 000 descendants de Turcs. Et puis 500 000 descendants de Roms. Voilà. Donc au total, on voit qu'en 2015, on en était à 18%. Bon, je rajoute aussi 40 000 clandestins. Enfin, au total, ça fait 11,8 millions issus de la diversité visible. Donc 18% de la population en 2015. Et aujourd'hui, on est largement à 20%. Par ailleurs, il faut savoir que, selon l'INSEE, 40% des personnes qui arrivent sur notre sol et qui y restent quelque temps se font naturaliser. Donc on voit que l'effet boule de neige est considérable. Donc selon Pascal Blanchard, chercheur au CNRS, il disait qu'en 2015, entre 12 et 14 millions de Français, soit entre 18 et 22%, là il y a une erreur avaient au moins un de leurs grands-parents né dans un territoire extra-européen. Voilà, donc 20% de la population fait partie d'une population, je dirais, de ce qu'on appelle la diversité visible. Mais ce qui est plus grave, c'est pas de prendre une photo à un moment donné, ce qui est plus grave, c'est la dynamique. C'est
voilà, la forme des courbes. Et lorsqu'on regarde l'âge moyen, la fécondité, les mouvements, et aussi l'émigration, c'est-à-dire le départ de Français, il faut savoir que, malheureusement, le territoire français est abandonné par les plus qualifiés des jeunes Français, notamment les diplômés, qui partent travailler à l'étranger. Il y a aussi une certaine quantité de retraités qui partent s'installer à l'étranger, mais eux ne sont pas dans les chiffres parce qu'ils conservent leur attache en France. Mais il y a quand même eu un accroissement très considérable dans les 10 dernières années de ces émigrés qui ont quitté la France pour aller s'installer à l'étranger. Et aujourd'hui, on voit que les électeurs qui continuent de voter en France et qui font partie des Français de l'étranger, c'est quand même... on arrive à, pas tout à fait à 2 millions, mais à 1,8 million. Donc c'est énorme. Bon, et l'autre chiffre en matière de natalité qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que 42% des naissances, et ça on le sait maintenant grâce au prénom et grâce aussi à la détection, à la prévention de la drépanocytose, qui est une maladie que n'ont que les personnes non européens. Donc 42% des naissances en France sont des naissances dans des familles de cette diversité visible. Et ce qui est inquiétant, c'est cette progression entre 2008 et 2016, puisqu'elle est de 31%. Voilà, donc tout ça... Alors, j'ai pas de statistiques, j'ai pas trouvé de statistiques qui me disent, dans les 220 000 avortements, quelles étaient la part des indigènes et des allogènes. Donc je ne peux faire qu'un pari et penser que, malheureusement, sur les 220 000 avortements, c'est 220 000 avortements, très majoritairement d'indigènes, donc de Français de souche. Et ça aussi, c'est quand même le signe, un signe quand même d'une posture un peu suicidaire. Donc il y a un effondrement social qui est incontestable. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a que les ignorants ou les hypocrites, ou alors des gens qui sont vendus parce que ça les avantage d'une manière ou d'une autre de faire soumission, qui peuvent contester quand même le fait que c'est un problème grave. Et les enjeux, ils sont, alors je pourrais les développer déjà sur le plan sécuritaire, le lien entre l'immigration et le terrorisme. On voit bien que voilà, entre également l'immigration et la sécurité, voilà. Et là, Laurent Oberton avait d'ailleurs réalisé un ouvrage précédent où il établissait les chiffres qui montraient que l'immigration était génératrice d'insécurité. Bon, il y a un enjeu civilisationnel, dont la civilisation française est vraiment en danger. Il y a un enjeu financier, et là, je n'ai pas trouvé de chiffres qui convergent entre ce que dit Laurent Oberton et ce que disent d'autres sites sur le coût réel de l'immigration. Souvenez-vous que Gourevitch en avait parlé, François Belker en avait parlé. Je pense que ça n'a pu que croître et embellir. Il y a par exemple un coût qui est énorme. Il faut savoir qu'en France, il y a 1 million de titulaires de carte vitale. 400 000. Alors, 1 million 400 000. Moi j'ai le chiffre de 1 million. Toi, tu dis 1 400 000. Donc, ce sont des cartes vitales fausses, des fausses cartes vitales. Donc, on voit ce que ça peut générer comme coût. C'est beaucoup plus que les autres. Voilà. On parle de 14 millions. 4 milliards. 14 milliards. Voilà, donc... D'euros par an. Oui. Plus tard. Et finalement, ce qu'on peut constater, c'est qu'on exporte de la qualification, on exporte nos ingénieurs et nos diplômés, et on importe des gens, alors qui pour nous n'ont pas beaucoup de qualifications, mais qui pour les pays de départ, en revanche, ont des qualifications. Donc on vide les pays d'origine de leurs meilleurs éléments pour les employer dans des emplois peu qualifiés chez nous,
Et alors que nos jeunes, que nous formons quand même, dont nous payons la formation en France, dans nos écoles d'ingénieurs, eh ben, nous quittent pour aller travailler pour des multinationales, souvent anglo-saxonnes. Et voilà, donc là, il y a quand même une incohérence totale. Alors, il y a un enjeu humanitaire, certes, hein, c'est vrai que c'est assez cruel de vivre, de voir cette misère qui vient frapper à notre porte, et voilà, et d'être obligé de dire on n'en peut plus. Donc c'est une crise humanitaire, que ce soit pour ceux qui se prêtent à accueillir sans condition, mais aussi à ceux qui disent non, moi je ne peux plus. Et donc cet enjeu humanitaire, il ruine aussi un peu notre... Alors si on est chrétien, notre conscience de chrétien, mais aussi, voilà, il met à mal un peu notre... Donc voilà, ces flux migratoires, en aucun cas, n'ont d'aspect positif. Et puis il y a un enjeu sanitaire, alors là je ne l'ai pas développé, je pense que Jean-Paul Gourevitch l'avait fait. Il y a un enjeu sanitaire parce qu'on peut constater qu'il y a quand même un accroissement de certaines maladies qu'on croyait avoir complètement éradiquées, et on voit que ça revient, et ça revient à cause de l'immigration, à l'évidence. Voilà, alors je vais me focaliser en matière d'enjeux sur la natalité et sur un peu la classe moyenne. La natalité, on ne peut pas se satisfaire qu'il y ait 40% de naissances dans des familles d'origine extra-européenne. Et en plus, le plus souvent, subsaharienne. Donc il n'y a pas de fatalité à ce grand remplacement, et il faut absolument que nous arrivions à inverser les choses. Et donc la fécondité des couples français, des couples de Français de souche, c'est l'enjeu principal pour que notre pays se réveille et pour qu'il fasse jeu égal avec la fécondité des populations allogènes. C'est vraiment clé. C'est le nœud du problème. Et là, on ne peut pas prendre une posture victimaire en accusant les autres et en disant « mais pourquoi ?» Non, c'est quand même à nous d'avoir envie de fonder des familles, d'avoir envie d'avoir des enfants, et on ne veut pas, là, trouver des boucs émissaires. Voilà, donc c'est pour ça que je vous parlerai de mesures à prendre en matière de politique familiale. Ce qu'on peut constater, maintenant tout le monde le dit, et y compris, d'ailleurs, il y avait un article dans Le Point qui le disait, il y a un petit îlot de résistance dans les familles françaises, ce sont les familles, justement, conservatrices et catholiques, qui, elles, résistent et démontrent ce qu'il faut faire, c'est-à-dire avoir au moins 3 enfants, et si possible, davantage. Et maintenant, voilà, c'est quelque chose qui commence à être dit. De même qu'on n'osait pas jusqu'à présent parler de la prévention de l'IVG, parce que c'était pas correct, c'était attentatoire à la liberté de... Voilà. Et on voit que maintenant, ça commence à venir, et qu'il y a quand même de plus en plus d'appels à mener une politique de santé publique en matière de contrôle des naissances. Pourquoi la France se comporte-t-elle comme ça, alors que dans d'autres pays, je prends l'Allemagne quand même, où ils sont quand même 20 millions de plus que nous, ils n'ont que 80 000 avortements. Pourquoi serait-on condamné à avoir, nous, ad vitam aeternam, 220 000 Français qui sont assassinés dans le ventre de leur mère? Enfin, c'est quand même une particularité française. Donc on doit poser ça sur la table et affronter la réalité avec courage. On ne peut pas continuer à pratiquer la politique de l'autruche. C'est insupportable. Et là, je crois qu'il ne faut pas se laisser intimider par les gesticulations de l'ultra-gauche ou des féministes. Il y a aujourd'hui des résistances à mettre en œuvre qui sont possibles. Un petit exemple, si vous allez à l'hôpital, est-ce que vous savez que ça ne s'appelle plus la maternité? Ça s'appelle le service couple-enfant. Moi, j'habite à côté, mais je l'ai découvert récemment. Il n'y a plus écrit nulle part maternité. C'est quand même extravagant. Donc ça, il y a moyen de résister, et de dénoncer ça, et d'agir pour que ça cesse. Et, alors, il y a des signes faibles, mais des signes quand même d'une réaction, et y compris dans des milieux qui ne sont pas des milieux
ni patriotes, ni catholiques. Mais dans les milieux touchés par l'écologie, il y a de plus en plus quand même de jeunes couples qui se rendent compte qu'il y a aussi des moyens naturels de contrôler les naissances et des moyens qui sont respectueux de l'environnement, qui ne sont pas coûteux. Il y a tout un mouvement chez les jeunes femmes aussi qui contestent les moyens chimiques de contraception, qui ne veulent même pas de moyens mécaniques. Donc, et ce qui est amusant, c'est que dans la presse féminine, ça commence à poindre. Et on voit dans Marie Claire, on voit dans la presse féminine bien pensante, quand même des articles, des reportages qui montrent qu'il y a quand même une réaction et que les jeunes, aujourd'hui, se posent la question. Alors plus inquiétant, mais là j'ai pas pu travailler le sujet, peut-être que parmi vous certains sont compétents. L'autre menace qui pèse aussi sur la natalité, c'est lié à la fertilité. Et là, il semblerait, mais je n'ai pas trouvé d'études univoques, en tout cas qui soient pertinentes et qui m'aient convaincu, mais qui montrent qu'il y a quand même pas un effondrement, mais enfin une baisse de la fertilité des hommes, et que ça, c'est quand même très inquiétant. Et là, il faut essayer de comprendre pourquoi, et comment on peut agir sur cette baisse de la fertilité des hommes. Alors ensuite, dans l'enjeu qu'il y a à propos de l'immigration, c'est, pour moi, c'est la classe moyenne qui est la plus menacée. Et là, il faut que la classe moyenne retrouve de la vitalité et puis se reprenne. D'abord, il y a des assauts menés contre la classe moyenne par les politiques gouvernementales, de droite comme de gauche, et ça depuis une trentaine d'années, qu'il va bien falloir arrêter. Ça devient absolument insupportable. Et ce groupe social, il est clé dans la nation. C'est-à-dire que, aussi bien politiquement que économiquement, que socialement, si on fragilise la classe moyenne, on voit bien que tout ce qui est bâti en matière de solidarité, de régime de retraite par répartition, tout ça s'écroule. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé en Grèce. En Grèce, en 10 ans, la classe moyenne s'est écroulée. Et aujourd'hui, elle ne représente plus que 30% de la population. Donc, là, c'est absolument vital pour la France qu'elle redonne à cette classe moyenne une situation qui soit tout à fait normale. Parce que c'est elle qui va générer, qui va avoir des enfants, qui va investir dans l'avenir, qui va investir aussi au plan économique, dans les activités, dans les entreprises. Alors, parmi les enjeux et les menaces, il y a quelque chose qui pointe aussi son nez, c'est que certains députés de La République En Marche ou quelques utopistes, au nom de l'écologie, évoquent la possibilité de pénaliser des familles qui auraient procréé au-delà de 3-4 enfants. Et ils vont même plus loin dans leur proposition, ils disent qu'il faudra demander la permission de mettre en route un enfant. Donc voilà un peu ce qu'ils ont dans la tête. Alors on se dit, mais je rêve debout, c'est pas possible, c'est une blague. Non, c'est... Parce que, bon, avec Internet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent. Non, c'est des choses qui ont fait l'objet de propositions de loi, enfin de début de propositions de loi. Et tout ça au nom de l'écologie, hein, au nom de la défense de l'environnement. Donc on a... Alors, il y a souvent aussi quelque chose que l'on entend dans nos milieux, qui est de dire « Nous avons perdu la bataille de la manif pour tous, on a perdu la bataille donc du mariage homosexuel, et on va perdre la bataille contre la GPA. » Et moi, mon point de vue est un peu différent. Moi, il me semble que pendant toute cette période-là, on a développé une pédagogie de la transgression dans la classe moyenne qui va porter des fruits. C'est-à-dire que je ne crois pas que tout était perdu. C'est vrai qu'on n'a pas gagné sur le plan des lois, du vote de la loi, mais on a montré d'abord à l'Europe, parce que c'est le seul pays, la France, où on a quand même mobilisé autant de monde, et personne n'y croyait, hein, au départ.
le gouvernement Hollande croyait que ça passerait comme une lettre à la poste. Et bien, c'est pas passé comme une lettre à la poste. On a eu quand même des manifestations monstres, et ça a, en quelque sorte, libéré une partie de la classe moyenne, et ça lui a montré qu'il était possible de résister, il était possible de se révolter, il était possible de montrer que trop c'est trop, et qu'on pouvait quand même exister. Voilà. Et donc tout ça, je pense que cette entrée en résistance et en résilience, elle a commencé à ce moment-là, et je dirais, les Gilets jaunes en profitent, même si ce n'est pas tout à fait la même population, mais ils en profitent quand même. Voilà, donc j'en viens à la deuxième partie, mais maintenant dans quel cadre réfléchir? Dans quel cadre se pose le problème de l'immigration? Bon, il faut quand même parler de la France. La France, on ne peut pas avoir une politique de l'immigration pour la France qui soit celle de l'Allemagne ou celle d'autres pays. La France est au carrefour de l'Europe, et par sa constitution historique, par son destin, par ses intérêts assez multiformes, et parfois d'ailleurs un peu contradictoires, entre les façades maritimes, entre le... Eh bien, elle a été appelée hier, et elle le sera encore demain, à vivre à la fois sur sa terre, son précaré, mais à étendre aussi ses racines outre-mer. Et donc, lorsqu'on préconise une politique de l'immigration, il ne faut jamais perdre de vue que la France, c'est aussi ses prolongements en Asie, en Afrique, en Océanie, en Amérique. On a un domaine maritime qui est absolument extraordinaire, qui nous fait vivre, qui nous rapporte et qui nous permet de bien vivre. Et il ne faut donc pas, en prenant une politique de l'immigration qui soit sotte, ou qui soit un recroquevillement sur nous-mêmes, perdre toute cette richesse que nous avons, ce rayonnement que nous avons, un peu partout dans le monde, et qui est absolument essentiel. Donc la France, ce n'est pas uniquement l'Hexagone, c'est aussi l'outre-mer, et c'est aussi la francophonie. Et en plus, la France, elle a, par sa position, cette chance, ou cette malchance, mais d'occuper d'être en relation avec l'ensemble des nations du monde. Donc il n'est pas surprenant qu'elle incarne pour beaucoup de personnes dans le monde une deuxième patrie, un refuge, une référence culturelle et une référence spirituelle. Et donc la France, elle appartient aussi à tous ces Français de cœur, à ces Français d'adoption, ceux qui ont décidé de s'enrôler dans la Légion, ceux qui ont donné en quelque sorte à la France beaucoup de cœur, beaucoup de leur investissement. Donc là aussi, ce que je vous invite à faire, quand on parle de l'immigration, c'est de ne pas réagir de manière épidermique, mais d'essayer de voir l'être français, tout ce qu'il comporte, toutes les chances qu'il comporte. Donc la France, elle n'appartient pas qu'aux seuls Français, mais aussi à ceux qui parlent notre langue, et qui l'aiment, et qui cultivent notre culture, qui cultivent notre civilisation. Et voilà. Donc... alors on en vient quand même à l'élément clé de la politique de l'immigration, qui est l'identité française. Dans ce défi que nous lance l'immigration massive, et notamment ces réfugiés qui viennent frapper à nos portes, il ne faut jamais perdre de vue que, effectivement, qu'est-ce qui nous fait français, qu'est-ce qui nous a édifiés comme enracinés dans notre terroir et ayant une vocation à assurer un équilibre, c'est qu'on a cette mission, d'être un pays de modération, de régulation des relations internationales. Et lorsqu'on regarde sur le temps long de l'histoire, c'est ça qui a forgé cette identité française. Mais on dit ça, il faut aussi bien prendre en compte nos racines chrétiennes, notre histoire, notre langue, notre culture, notre art de vivre, et retrouver justement ce respect naturel pour les richesses qui nous ont été données et qu'on doit développer. Donc il ne s'agit pas de faire la leçon aux autres et d'être fier d'être français pour pouvoir montrer une quelconque supériorité. C'est pas ça. Donc non, on doit, avec humilité, mais on a un rôle à jouer, on a un héritage à défendre et même à développer. Et donc dans la façon dont nous traiterons l'immigration, il faudra qu'on le prenne en compte. Parce que pendant très longtemps,
on a été parfaitement capable d'assimiler tous les Européens qui sont venus chez nous et d'intégrer progressivement des immigrants de tout pays. Mais ça s'est fait de manière très progressive, ça s'est fait de manière sage, prudente, hein, et donc là où les choses se sont dégradées et accélérées, ça a été à partir des années 60, où là, eh ben, pour des raisons souvent pas très nobles, hein, nos chefs d'entreprise ont cru bien faire d'importer une main-d'œuvre bon marché, peu qualifiée, malléable, et le résultat aujourd'hui, c'est que, alors que toutes nos usines ferment les unes après les autres, eh ben, cette main-d'œuvre, elle se retrouve sur le carreau, au chômage, et voilà, donc on voit bien que voilà, donc l'assimilation et l'intégration ne se font plus, certes, mais on peut renouer par une politique, une bonne politique, avec une assimilation et une intégration des communautés étrangères. Voilà. Alors, le cadre institutionnel, lors de la conférence de février, Samy, ici présent, avait développé ce en quoi nos institutions pourraient permettre de renouer avec une politique qui soit souveraine et qui soit raisonnable. Alors, il n'a pas traité le thème, bien sûr, d'immigration, mais il a montré qu'il fallait qu'on résolve ce problème institutionnel. On voit bien qu'avec la Ve République, telle que, en plus, elle a été modifiée et elle a évolué, il n'est plus possible d'avoir une politique à long terme, et notamment en matière de politique familiale et de politique migratoire. Donc, il manque à la France un fédérateur. Il n'y a pas de projet de destin commun, il n'y a plus de récit national qui nous fédère, qui nous permettent de reprendre ensemble une aventure commune. Et donc, cette construction sage et patiente que nos anciens avaient pu bâtir, avaient pu faire, eh ben, aujourd'hui, les institutions posent un réel problème, parce qu'on voit bien qu'elles ne permettent plus cette construction d'un destin commun. Aujourd'hui, on est frileux, hein, on se jette dans la mondialisation, on se jette dans le libre-échange, dans les utopies européistes, mais tout ça ne constitue pas un projet français, et par conséquent, la solidarité, l'identité, eh ben, elle se défend petit à petit, et donc il faut qu'on recouvre une souveraineté pour que notre être français puisse servir les autres nations et le vaste monde. Mais il faut que la France reste la France pour que le monde lui-même garde son équilibre. Alors maintenant, dans une troisième partie, je vais essayer d'être là plus positif et je vais faire des propositions. Et là, je les ai largement empruntées à ce petit opuscule qui date de 2015 de François Belker, mais aussi à une étude assez remarquable, enfin une proposition assez remarquable des députés du Rassemblement national que j'ai amenée. Hein. Et alors tout n'est pas... Enfin, il y a quand même énormément de bonnes choses là-dedans. Et donc ça, c'est sorti en avril 2018, donc c'est assez récent, et c'était donc postérieur aux élections présidentielles. Alors j'ai également regardé ce que Debout la France, ce que l'UPR, les Républicains proposaient, mais c'est souvent des vœux pieux, et ils ne descendent pas dans le détail, comme le font ces députés, et comme le fait François Belker. Alors le premier pôle, il faut commencer par là, c'est une politique familiale et éducative qui tienne la route. Il faut élaborer et mettre en œuvre dans la durée une prévention de l'IVG, hein, et grâce notamment à une diffusion des méthodes alternatives qui soient respectueuses de l'environnement. Il faut soutenir les femmes vivant des grossesses non désirées, et ça, on peut le faire, on a vu que quand on le fait, ça marche, hein, afin de leur permettre un libre choix et des moyens de conduire ces naissances jusqu'à leur terme. Il faut revoir les conditions de l'adoption et faciliter l'adoption justement des indigènes par des familles françaises. Il faut donner une liberté accrue aux familles pour qu'elles puissent choisir l'éducation à offrir à leurs enfants dans le respect du bien commun, tout en gardant un service public éducatif qui garantisse à chacun la possibilité d'un accès équitable à
à une formation. Il faut rétablir le non-plafonnement des quotients familiaux. Là, on sait que quand les quotients familiaux n'étaient pas plafonnés, on avait de bons résultats. On avait une natalité qui était satisfaisante. Il faut revenir à l'universalité des prestations familiales, c'est-à-dire ne pas plafonner en raison des revenus. Il faut indexer, bien sûr, les allocations familiales sur le coût de la vie. Revoir toutes les incitations des familles à donner naissance, et notamment au troisième enfant. On a vu que quand on avait mis en place une aide au troisième enfant, ça avait boosté les naissances. Donc ce qui a marché, pourquoi l'abandonner? Et puis on a un réseau de garde d'enfants qui est, parmi les nations européennes, qui est plutôt bon, mais on peut encore l'améliorer, et notamment, on peut conventionner davantage des propositions qui sont faites par des particuliers. Hein. On n'est pas obligé d'avoir que des crèches publiques ou que d'un réseau public, on peut aussi davantage susciter de la garde d'enfants par des particuliers. Ensuite, bien sûr, il faut faire aimer la France, réformer l'enseignement de l'histoire et de la culture, hein, enseigner les racines chrétiennes, mais aussi la laïcité. Hein. Et puis, en ce qui concerne les immigrés, instituer, comme le font beaucoup de pays européens, un délai de carence pour les étrangers qui arrivent sur le sol français, dans l'accès à tous les dispositifs sociaux et aux services publics qui ont une dimension familiale. Et ça, c'est pas attentatoire à aucun droit de l'homme. C'est ce que font là, beaucoup de pays. Je pense, on nous parle tout le temps du Danemark. Le Danemark a créé un délai de carence. Vous ne pouvez pas bénéficier de ces dispositifs comme ça dès que vous poussez la porte. Donc, politique familiale. Ensuite, l'autre axe, c'est qu'il faut que la France retrouve la pleine maîtrise de sa souveraineté. Donc il faut bien sûr sortir des accords de Schengen et des règles de l'Union européenne. Et donc, on voit bien que la régulation des flux migratoires, elle se fait par la coopération avec les États, hein, et par le contrôle des volontaires dès le pays de départ. Donc là, notre politique étrangère, elle peut se donner comme objectif la maîtrise des flux migratoires, hein, aider au développement en ciblant l'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures de proximité dans les pays que l'on aide, que l'on finance, un maillage des territoires. Hein, on voit que ça ne sert à rien de donner à un État africain, par exemple, mais il faut arriver à toucher les territoires. Et là, lorsqu'on le fait, ça marche. On sait le faire. Et on y arrive. Mais ce qu'il faut, c'est que politiquement, on puisse l'imposer. Voilà. Et puis je crois qu'il faut cesser de vider les pays en développement de leur richesse humaine, les mieux formés, les plus qualifiés. Et pourquoi fait-on venir tous ces étudiants africains en France? On peut aussi les former dans leur pays d'origine, dans des universités, que ce soit à Dakar, etc. Il faut redonner à ces universités, à ces centres de formation, leur place, qu'elles ont eu d'ailleurs, hein, parce qu'il y a eu de très bonnes universités dans ces pays-là, mais il faut leur redonner... Donc il faut former les cadres dans ces pays-là. Ensuite, il y a des réseaux associatifs remarquables, hein, qui contribuent au maintien de la paix, à la réconciliation, à la coopération interethnique. Et alors, ils sont souvent confessionnels, hein, je pense bien sûr à Fidesco, mais il y a plein d'autres réseaux, plein d'autres associations qui font un travail remarquable, de terrain, avec des volontaires. Et voilà, dans les pays des lacs, enfin que ce soit au Congo, il y a un énorme travail à faire de réconciliation. Je pense aussi à la Centrafrique, hein, où on voit que c'est en retournant là-bas et en recréant du dialogue entre les ethnies qu'on peut leur apporter quand même une certaine médiation. Ensuite, on peut, dès le pays d'origine, lutter contre le trafic d'êtres humains, l'esclavage, l'exploitation de la misère, et notamment la prostitution. Hein, on sait bien que si on ne traite pas les flux migratoires dès le départ, eh ben, je pense au Nigeria, puisque à Grenoble, on est beaucoup touché par la prostitution de femmes venant du Nigeria. C'est bien sûr au Nigeria que le problème doit être traité. C'est pas à Grenoble. Une fois qu'elles sont à Grenoble, qu'est-ce que vous voulez c'est très difficile de... Bon, alors que si on
connaît les filières et qu'on les traite à l'origine, on doit pouvoir y arriver. Et puis, bon, il faut renouer avec une politique de promotion de la langue française et de la culture traditionnelle, et ça, ces pays-là sont très demandeurs. C'est nous qui sommes fautifs. C'est nous qui ne croyons pas dans notre langue et qui ne la défendons pas. Parce qu'eux sont très, au contraire, ils sont très preneurs. Bon, et puis il faut créer dans les consulats des guichets d'asile pour traiter les demandes d'immigration. Ça paraît aller de soi, mais ça n'est toujours pas fait. On en parle depuis... même Sarkozy en parlait, mais en fait, rien n'a été fait. Ensuite, bien sûr, conditionner l'aide au développement au respect par le pays d'origine de clauses contractuelles négociées, parce que là, on peut aussi traiter pays par pays. Le Mali, c'est pas la Côte d'Ivoire, et c'est pas les mêmes habitudes, et c'est pas... Donc, et il faut adapter, et on a un corps de personnes compétentes, de fonctionnaires compétents, qui connaissent chacun de ces pays, et qui savent très bien ce qui pourrait être placé dans ces contrats, et ce qu'on pourrait demander. Là-dessus, moi, j'ai pas de crainte. On a la compétence. Alors sur le transfert d'argent, c'est vrai que pour ceux qui sont en France, qui gagnent de l'argent, qui le transfèrent dans ces pays-là, bon, le Rassemblement national propose de contrôler ces transferts dans le sens... Là, j'ai pas d'opinion bien tranchée. Pour avoir travaillé le sujet avec mon ami Joël Broquet, je pense quand même que cet argent, ce qu'il faut, c'est effectivement que les filières bancaires par lesquelles cet argent transite, qu'on les contrôle un peu. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est souvent des banques américaines, et voilà, et on ne sait pas toujours si les conditions qui sont faites à ces gens qui transfèrent, qui ramènent de l'argent dans leur pays d'origine, si les règles sont bien correctes. Mais en tout cas, bon, il faut quand même se poser cette question. Vous savez que les Africains ont par exemple cette tradition de la tontine, hein, où on crée des petites caisses communes et où on épargne. Bon, tout ça, ça marche plutôt bien, mais voilà, il faut simplement vérifier que c'est fait dans... Voilà, qu'il n'y a pas trop de coulage. Voilà, en tout cas, voilà, moi, là-dessus, je reconnais que le sujet est délicat. En tout cas, ce qui est important, c'est que tous ces accords internationaux qui favorisent l'immigration, on les revoit, on les dénonce quand c'est nécessaire, et souvenez-vous de l'accord que nous avions avec la Libye, quand le colonel Kadhafi était en place. On avait un accord qui faisait que il gardait tous les gens qui transitaient par la Libye pour venir en Europe, il les gardait. Et donc il est possible de convenir d'accords avec certains pays, et ça pourrait être le cas avec la Tunisie, avec le Maroc, avec l'Algérie, pour que voilà, ces pays-là finalement contrôlent, avant même que ces immigrés arrivent jusqu'à nous, contrôlent les flux. Donc ça, c'est tout le volet de politique étrangère. Ensuite, il y a un volet qui est, alors là, encore plus simple, c'est de stopper toutes les incitations à la migration. Déjà, en informant dans les pays d'origine, quelles sont les conditions de la migration et les risques, etc. Or, aujourd'hui, cette information n'existe pas. Supprimer l'aide médicale d'État, ça paraît absolument nécessaire. On voit ce que ça coûte aujourd'hui, et il faut la remplacer comme, voilà, par une aide d'urgence vitale réservée à des situations de détresse. Bien sûr, il faut couper les subventions et les aides apportées à des associations et à des organismes qui accueillent des clandestins, et puis dénouer tous les fils qui suscitent un trafic. Ensuite, il y a toute une politique d'assimilation à long terme, revoir le code de la nationalité, et moi je ne crois pas qu'on puisse en France, parce qu'on n'a pas cette tradition, remplacer le droit du sol par le droit du sang. C'est pas
c'est pas envisageable. En revanche, Question plus tard. voilà, en tout cas, j'ouvre le sujet. Ça paraît possible dans des pays germanophones, dans des pays francophones, je ne sens pas bien. Mais bon, peut-être, on en parlera. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que cet accès à la nationalité française, eh ben, ça soit un acte de volonté et que tous les automatismes soient limités. Hein, et que donc, le fait de devenir français et d'assumer donc les devoirs et les droits, ça soit un acte volontaire. Et qu'on ne puisse pas, comme aujourd'hui, devenir français comme ça, automatiquement. Notamment, il faudrait bien sûr montrer sa connaissance de la langue française, sa volonté d'exercer pleinement sa citoyenneté, de plein exercice. Et là, il y a des pays qui nous ont montré l'exemple. Bon, moi, bien sûr la Suisse, hein, qui est à côté de nous, mais il y a d'autres pays, toujours le Danemark, qui l'ont montré. Donc supprimer la double nationalité, interdire pour un enfant... Ah oui, ça c'est... Interdire pour un enfant né de parents clandestins la possibilité d'acquérir la nationalité française par automatisme. Et puis, interdire l'acquisition de la nationalité française par des délinquants multirécidivistes. C'est en contradiction avec le refus du droit du changement de la notion de... Non, ce que je sens pas, c'est le droit du sang. J'avoue, je le sens pas bien. Je le sens pas bien. On a... pratiquement, ça suscite énormément de problèmes et je ne sais pas si ça en résout beaucoup. Mais je ne suis pas un spécialiste, j'ai pas... C'est pourtant le droit du sol qu'on invoque pour rapatrier les enfants de djihadistes qui sont nés à l'extérieur, parce qu'ils sont nés de parents français. Moi, justement, c'est la démonstration de... Je constate que c'est ça. C'est quand ça arrange. Quant à la double nationalité, il faut évidemment la conserver, parce que si vous les faites français, vous ne pourrez plus jamais, Je propose qu'on attende la fin de la conférence pour les prendre la parole. Alors sur l'assimilation, voilà un petit peu les pistes. Sur l'intégration, il faut quand même qu'on identifie des communautés allogènes qui sont dans le refus de s'assimiler à long terme. Et là, on a les moyens de les dissuader par des moyens légaux et officiels. Et bon, elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a, ça existe. Et par contre, il faut concilier des références culturelles fortes dans certaines communautés allogènes, avec au contraire des communautés qui, elles, ont prouvé qu'elles étaient capables de, petit à petit, de s'intégrer, puis de s'assimiler. Donc là aussi, on ne peut pas avoir une politique générale, il faut raisonner communauté par communauté. Et puis, on est quand même obligé aussi d'accepter que ces communautés étrangères aient une certaine représentativité officielle, parce que c'est comme ça qu'on pourra contrôler les relations, parce qu'on aura des interlocuteurs connus et reconnus. Alors que si la communauté n'a pas de tête, n'a pas de représentant, ben, il nous sera très difficile de la faire évoluer et de l'intégrer. Alors c'est que c'est un sujet qui est discutable, mais qui est... Voilà pour... Ensuite, maîtriser l'immigration en France, bah, c'est alors des mesures qui tombent sous le sens, mais qui sont bonnes à répéter. Retrouver la maîtrise de nos frontières, c'est quand même frontières terrestres et aériennes. Renforcer les moyens de contrôle et de sécurité, et aujourd'hui, quand même, on en a la possibilité. La preuve, c'est que, souvenez-vous que pour la Coupe du Monde, on a bien démontré qu'on était capable d'arrêter tous les indésirables qui vivaient en Belgique ou qui vivaient ailleurs. Donc quand on veut, on peut. C'est vraiment une affaire de volonté. C'est pas du tout une affaire de moyens. Les moyens, on les a. Mais a-t-on la volonté de contrôler les gens qui entrent? Donc accroître et optimiser les possibilités de contrôle des étrangers. Hein. Et là, il y a des pays qui nous montrent le chemin. Il y a des... voilà. Contrôler toutes les déclarations de minorité. Vous savez qu'il y a 40 000, au moins 40 000, enfin on ne sait pas si c'est 40 ou 44 000 mineurs non accompagnés. Et parmi eux, on ne sait pas bien si ce sont vraiment des mineurs ou ce sont des faux mineurs, ce sont des gens qui ont des cartes d'identité tronquées et qui sont en fait des majeurs qui se font passer pour des mineurs.
c'est 50 000 € par personne. Voilà, les coûts sont astronomiques. 50 000 € par personne et par an. Alors, contre l'immigration clandestine, il faut évidemment pénaliser les séjours irréguliers et les aides aux séjours irréguliers, et à nouveau couper les subventions aux associations pro-migrants. Mettre en œuvre la rétention administrative en adaptant la capacité de nos centres de rétention et disposer de centres de rétention administrative qui soient éloignés du territoire. Alors certains parlent, comme je crois Nicolas Aignan, des îles Kerguelen pour... bon, moi ça me paraît quand même un peu une utopie, mais vous savez que le Danemark a alloué une île, et il y en aura d'autres, mais il y a déjà une île où ils mettent un peu en quarantaine, enfin en rétention administrative, tous les candidats à l'immigration et qui sont douteux pour des raisons X et Y. Donc voilà, là encore, quand on veut, on peut. On doit pouvoir trouver des endroits éloignés du territoire national, enfin en tout cas pas dans son centre, et où on puisse contrôler notamment les gens qui nous paraissent douteux. Bon, et puis sur les règles d'interdiction de séjour, et là aussi il y a des règles, je crois que c'est pas la peine de les changer, elles existent, ce qu'il faut c'est simplement les appliquer, c'est tout, c'est les appliquer. Hein. Pareil pour le contrôle des frontaliers, vous avez vu que il y a encore un assouplissement pour certains départements d'Alsace et de Lorraine entre la France et l'Allemagne, c'est vraiment intelligent parce que, bon, mais là aussi il faut quand même contrôler ces mouvements frontaliers. Et là les règles existent, donc ce qu'il faut c'est les appliquer. Restreindre les conditions d'accès au regroupement familial, hein, et notamment là on n'a jamais la volonté de contrôler les situations de polygamie, alors qu'on sait que malheureusement c'est ce qui génère aussi une immigration incontrôlée. Voilà. Et puis resserrer les règles de délivrance des permis de séjour. Hein, aujourd'hui, par exemple, pour un Algérien pour venir en France, il doit simplement, enfin non, il a un petit dossier à faire, et notamment il a à obtenir un certificat d'hébergement par donc quelqu'un qui est ici, mais qui contrôle si ce certificat d'hébergement va être sérieux, va être... Bon, et là, l'administration ne contrôle plus rien. Et alors, en ce qui concerne les ressortissants de l'Union européenne, il y a probablement des choses à faire. Bon, on n'a pas beaucoup de... On a des chiffres, certes, mais sur les durées de séjour, pas tellement. Et bon, en tout cas, il faut probablement contingenter et restreindre, notamment parce que, moi je m'en aperçois dans la région où je vais, dans le Vaucluse, il y a quand même de plus en plus d'Européens qui viennent, puisqu'ils ont le droit, et qui viennent travailler. Alors c'est bien jusqu'au moment où ça devient insupportable. Parce que quand ils font une concurrence déloyale à des artisans ou à des... bon, il y a un moment où ça devient... voilà, y compris quand ce sont des Allemands, des Belges ou des... voilà. Alors en matière de solde migratoire, là, on peut pas non plus imaginer qu'il y ait un solde migratoire qui soit négatif, ou en tout cas qui soit équilibré. C'est pas vrai, il y aura toujours un petit afflux migratoire de population. Ce qu'il faut, c'est le maîtriser, le contrôler, et voilà. Pourquoi? Parce que du fait, par exemple, de nos territoires d'outre-mer, de nos départements d'outre-mer, du fait de tous les pays francophones que nous avons, on aura toujours un petit solde migratoire qui sera positif. Voilà. Et alors, en ce qui concerne les étudiants étrangers, ce qu'il faut, c'est simplement conditionner toutes les réinscriptions au respect des preuves fournies qu'ils poursuivent bien des études effectives et qui sont profitables au pays d'origine, parce que lorsqu'ils s'inscrivent, là aussi il y a une liberté totale de s'inscrire partout. Est-ce que c'est raisonnable et est-ce qu'il y a des disciplines qu'on pourrait contingenter, et on
refuserait d'accueillir des étudiants dans des filières qui sont bouchées et où il n'y a en plus aucune perspective de débouché professionnel dans le pays d'origine. Alors tout ça, évidemment, choque beaucoup nos contemporains. Si ce que je dis là, je le dis à haute voix dans la rue, beaucoup de gens vont dire, mais tu portes atteinte à tous les droits de la personne, etc. Donc c'est vrai que ça nous choque terriblement. Enfin, ça choque nos contemporains. Tu l'as dit devant une caméra, c'est pareil. Alors après, un petit chapitre quand même sur le droit d'asile. L'objectif pour le droit d'asile, c'est de lui redonner sa signification première. C'est qu'il redevienne un vrai droit d'asile. Et qu'il ne puisse pas être utilisé comme filière d'immigration. Donc pour ça, il faut agir sur les délais, sur le temps. Réduire la durée d'instruction des demandes d'asile très en amont. Accorder des autorisations de séjour pour droit d'asile très limitées dans le temps, révisables et contrôlées régulièrement. Identifier les pays sûrs, les pays non sûrs, et limiter les demandes de droit d'asile injustifiées. Par exemple, il y a des pays où il y a aujourd'hui, certes, l'Algérie va mal, mais on ne peut pas dire que ce ne soit pas un pays, c'est pas un pays en guerre civile. Donc il n'y a pas de raison qu'un Algérien demande. Et c'est pareil, moi j'ai connu un Ivoirien qui me disait je demande l'asile à la France. Mais en Côte d'Ivoire, à ma connaissance, il n'y a pas de guerre civile. Il n'y a pas de raison d'accorder le droit d'asile à un Ivoirien aujourd'hui. Voilà, et puis l'aide en tout cas qui est versée aux accueillis en raison du droit d'asile doit être réduite en durée au minimum. Et alors, souvent, on est désarçonné par un argument. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire de ces gens qui sont là à ta porte, qui demandent l'asile? Tu ne vas pas prendre le temps d'aller vérifier qu'ils sont réellement en péril dans le pays d'origine, etc. Donc il faut les accueillir. Et là, c'est vraiment le type de question piège. Bien sûr qu'on prend en otage notre compassion pour nous faire admettre n'importe quoi. Mais donc, on voit bien que la seule réponse, c'est « Mais attendez, c'est avant qu'il fallait agir ». Bien sûr que quand il y a le feu et que la personne est là et qu'elle est devant la porte, mais donc c'est bien avant qu'il faut avoir les bonnes informations grâce à notre réseau consulaire, grâce à notre politique étrangère, et savoir si les allégations qui nous sont présentées sont sérieuses ou ne le sont pas. Voilà. Alors en conclusion, moi je relèverai 3 points. Il y a un point qui a été un peu évoqué lors des précédentes conférences, qui est le politique d'abord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bâtir une politique familiale, une politique d'accueil, une politique d'immigration et de contrôle des flux migratoires si on ne résout pas la question de nos institutions. On voit bien que les forces souverainistes, même si elles parvenaient à se fédérer et à être majoritaires dans le pays, si elles continuent de fonctionner avec des institutions telles que les nôtres, eh ben, toute politique mise en œuvre sera ruinée. S'il y a toujours une fabrique du consentement, s'il y a toujours un poids de la démagogie, un poids où les médias finalement formatent un peu l'opinion, on voit que au moindre échec, au moindre... les choses vont se compliquer et il sera très difficile de recouvrer réellement notre souveraineté. Donc politique d'abord. Ensuite, il y a probablement quand même, pour que notre pays retrouve confiance en lui, et il faut quand même qu'on donne à l'intelligence française un avenir. Donc il faut cette réforme intellectuelle et morale de quelques-uns pour restaurer la nation, restaurer... Et ça n'est pas que par les institutions qu'on y arrivera. C'est aussi par un travail de fond sur cette réforme intellectuelle et morale et pour moi, c'est un peu la classe moyenne qui incarne cette... Parce que, malheureusement, les élites, on voit bien qu'aujourd'hui, elles se sont élargies. Les élites, avant, c'était 5%. Aujourd'hui, on estime que ces élites un peu mondialisées, c'est plutôt 15%. Donc on voit que toutes ces élites mondialisées, malheureusement, elles sont un peu... à passer en perte et profit. Voilà, donc pour moi, si vous voulez, le défi de l'immigration peut être affronté avec courage et lucidité, mais sans catastrophe, sans drame, mais avec résolution, avec humanité, et dans la tradition française du bien commun national, et aussi international, parce que la France a une mission à l'international. Et donc on n'a pas à être intimidé
et à paraître comme des égoïstes qui vont défendre leur précaré, qui vont... non, on a au contraire à passer à l'offensive et à dire si on veut s'en sortir, il faut qu'on reprenne le goût d'être français, le goût de fonder des familles, d'avoir des enfants, et il faut que ensuite on puisse aider les pays d'origine à garder leurs ressortissants et à les faire vivre dignement. Et voilà, et je crois que il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Je vous remercie de votre attention. Nadia, tu vas animer vu que... Voilà, donc voilà. Tu viens à ma place. Voilà. Non, je ne veux pas... On a prévu pour animer. Le débat va commencer, on a prévu une animation. Non, mais c'est pas grave. Alors, oui, j'ai demandé à quel... Alors, ça devait être Vincent, mais il a été retenu. Donc Nadia veut bien animer un peu notre débat, ce qui me permettra de m'asseoir. Voilà. Mais écoutez, c'est au pied levé, hein. J'ai été avertie à la dernière minute parce que Vincent ne pouvait pas venir, donc bon, je vais faire mon mieux. Voilà, eh bien, je suis bien sûr d'accord avec ce qu'a dit Henri. Moi, j'aimerais me poser des questions sur on formule, quand on fait des enquêtes policières, on dit à qui profite le crime. Voilà, donc moi je me demande comment il se fait que cette immigration ait changé, ait été imposée à la France depuis les années où Giscard a décidé de faire la loi sur le rapprochement familial, qu'il a regretté par la suite. Dernièrement, il a déclaré qu'il regrettait d'avoir fait cette mesure. Mais il ne suffit pas de dire que cette mesure a été prise pour des raisons humanitaires. On peut se demander aussi comment il se fait que les opposants aux effets de cette cause aient été systématiquement pourchassés y compris non seulement dans les médias, vilipendés, honnis, mais aussi pourchassés dans les tribunaux. Et donc, on peut se demander si cette mesure est réellement dictée par la compassion, comme on prétend. Et personnellement, j'ai un grand doute, parce que ce n'est pas crédible qu'il y ait de telles offensives qui interdisent à tout opposant de s'exprimer et qui, par le jeu du chantage compassionnel, interdisent toute opposition. Voilà. Donc c'est une chose sur laquelle il faut insister. Ensuite, alors il y a plusieurs points sur lesquels j'aurais aimé apporter quelques précisions au cours de l'exposé d'Henri, mais bon, je vais vous laisser vous exprimer à ce sujet. Il y a une chose que je voudrais dire quand même, c'est que s'il est vrai qu'on fait le constat désastreux de la baisse de la natalité en France, et qui est une baisse de la natalité qui est elle aussi qui s'accompagne d'un avortement qui est un véritable génocide, puisqu'on arrive à environ de l'ordre de 9 millions d'enfants qui ont été avortés depuis 1975. Ça correspond, si chacun d'eux, alors les plus anciens auraient eu 43 ans, ils sont déjà en âge, ils auraient été en âge d'être grands-parents. Et si on compte simplement comme ça, globalement, un enfant par enfant avorté dont la descendance ne viendra pas, ça nous fait 18 millions. Et ça permet de dire, les Français sont vieux, il faut faire venir des jeunes d'Afrique. Alors, il y a un autre aspect sur lequel je voudrais qu'on s'arrête, qui est vraiment très très important, crucial, c'est que la baisse de la natalité des pays occidentaux, qui est une baisse qui a été fabriquée par matraquage idéologique et par mise en place donc, de ces lois d'avortement qui sont particulièrement productives, entre guillemets, hein, ou dans le sens négatif en France, elle s'accompagne d'une explosion de la natalité en Afrique. En Afrique, au début du XXe siècle, en 1900, il y avait
selon les chiffres, 100 à 300 millions d'habitants. Maintenant, on est à 1,2 milliard. On parle d'un doublement prochain dans les quelques décennies. Et donc ça, c'est aussi un problème énorme quand même, parce qu'on nous culpabilise. Et j'ai vu une émission cette semaine où le jeune Bardella était face à Cohen, Patrick Cohen, le journaliste, qui le harcelait pour lui dire « Mais non, ce n'est pas vrai que des migrants qui arrivent touchent plus que des retraités français qui ont travaillé depuis des années, etc. » Mais ce qui était particulièrement frappant, c'est que ce Cohen, je ne sais pas combien il gagne, mais il trouvait banal, quelconque, inutile, anodin et inutile de s'intéresser à cette question. Il trouvait naturel que des gens vivent en France avec 800 € par mois, alors qu'ils ont travaillé là toute leur vie, que la France a été faite avec la contribution d'eux-mêmes et de leur famille sur des générations. Et ce Cohen qui est, pardonnez-moi l'expression, mais pété de thunes, ose dire, bon, ils ont plus que les migrants, ils ont 800 €. Mais c'est quand même incroyable que ce type-là parle comme ça de ses concitoyens. Ils sont censés être ses concitoyens, ces Français qui gagnent 800 € par mois à leur retraite, qui vivent avec 800 €. Il n'en a rien à faire. Et donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait passer avant ses compatriotes? Est-ce que si vous avez un repas pour un enfant, et que vous avez un enfant puis un autre enfant, à qui vous allez donner en premier? Enfin, c'est quand même pas honteux et scandaleux de nourrir son propre enfant en premier, de penser à ses retraités en premier, et de donner, d'aider à vivre ces gens qui n'ont que 800 € par mois, plutôt que d'aider des gens qui viennent d'Afrique, d'on ne sait où. Et de toute façon, pourquoi choisira-t-on l'Afriquin 1 plutôt que l'Africain 2 ou que l'Africain 3? On ne peut pas accueillir 1,3 milliard de personnes en France. Nous sommes 60 millions, c'est pas possible de mettre 1 milliard de personnes en France. Donc il faut briser ce chantage compassionnel et à dire non, ça suffit, on arrête, on ne peut plus, ce n'est plus possible. Et il faut oser le dire, effectivement. On commence à oser le dire, mais il faut le dire plus fort. Il faut le dire plus fort, parce que toutes ces mesures, naturellement, qui ont été proposées et listées par Henri, elles sont tout à fait utiles et nécessaires, mais ce sont justement celles qui existaient auparavant et qui ont été détruites et qu'il faut remettre en place. Seulement pour les remettre en place, il faut avoir le pouvoir. Il faudrait que Voilà. les questions maintenant. Voilà, donc c'était ma... Dans les causes de cette immigration, il y a un point qui n'a pas été abordé. Il s'agit des accords complémentaires aux accords de l'OPEP de 1973. Oui. Par lequel Résolution de Strasbourg. 6 pays de la communauté économique européenne ont subi le diktat des pays arabes, comme quoi ils concédaient donc aux ressortissants de ces pays les mêmes droits qu'à leurs concitoyens. Et ça, c'est un accord qui est à dénoncer en même temps que les accords de Schengen. Oui, oui. Ça s'appelle comment cet accord? Parce que ça, c'est un accord qui est pire. C'est des accords qui sont plus ou moins secrets, qui ont été secrets à l'époque, dont on n'a pas entendu parler, dont on n'entend parler que depuis quelque temps, et qu'il faut complètement balayer et dénoncer. Il faut les dénoncer seulement, comme ils ont été imposés à cause du chantage sur le pétrole. Est-ce qu'on a les moyens de refuser le chantage sur le pétrole? On a les moyens de refuser le chantage sur le pétrole à l'heure d'aujourd'hui, oui. Il faudrait avoir des énergies de substitution. Non, mais bon.
c'est pas. Mais c'est aussi. Ça nous forcerait à certaines choses. Ces résolutions de Strasbourg ont été citées en particulier par Batior, une historienne d'origine égyptienne, qui a passé énormément de temps à rendre publiques ces informations, en particulier dans un livre qui s'appelle Eurabia. Et là, les politiques nous ont trompés. Ah bah oui, oui. Ils ont trompé la population. Ils ont été trompés, ce sont des félons, c'est une félonie, c'est de la haute trahison. Parce que s'ils avaient dit les choses clairement, on aurait pu réagir. Mais là, ça a été fait dans le dos des populations, à leur insu, et maintenant, les populations sont dans l'impossibilité de se défendre et de protester. Ça a été complètement secret. Et avec de la corruption, parce qu'ils ont été largement achetés. Oui, François. Alors, c'est à François. La base de tout ça, Henri le disait au début, c'est l'éducation nationale. C'est-à-dire que la masse, évidemment, est manipulée. Comme exemple, vous avez l'empereur des Habsbourg, qui était destitué au moment de Sarajevo. Charles. Et un groupe de politiciens lui a fait une proposition, une fois qu'il a été destitué. On va vous remettre sur le trône. On va vous remettre sur le trône, d'accord? Vous gardez tout. Mais nous, ils ne sont pas des politiciens, mais nous gardons l'éducation nationale. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec tout, mais nous avons en main l'éducation nationale. Il a refusé, et il est mort de misère au Portugal, etc. Vous voyez, il avait une trentaine d'années. Il a refusé, parce qu'il a bien compris pour son pays, si c'était des oligarques ou je ne sais pas quoi, voilà, l'origine est là. Pareil. Oui, pardon. Est-ce que je peux quand même apporter une petite précision? En ce moment, le gouvernement veut brader les derniers domaines industriels et économiques qui sont florissants, qui sont lucratifs. On a commencé la vente des aéroports. On parle de vente des aéroports de Paris, on veut vendre nos barrages, etc. Alors où est-ce que je veux en venir? Il y a une chose qu'ils ne vendront jamais. Eh bien, ils interdisent toute possibilité de faire de confier ce domaine au privé, c'est l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est le moyen de formatage de la population. Donc, ce n'est pas l'origine, mais c'est dans l'éducation nationale qu'on a contribué, qu'on a commencé, qu'on a fait, voilà, la manipulation. Elle est vraiment, c'est une machine à décerveler, l'éducation nationale actuellement. Voilà, donc effectivement, l'éducation nationale est quelque chose de très important. Ils ne vont jamais le laisser se... D'ailleurs, il y a des pressions énormes sur les familles qui veulent faire l'école à la maison. Les écoles sous contrat sont contrôlées autant que l'éducation nationale. Les écoles hors contrat sont continuellement en ligne de mire. Et l'école à la maison, elle subit toutes sortes de pressions difficiles. Voilà. Oui, à côté de l'éducation nationale, il y a d'autres associations, mais on pourrait même dire des institutions qui sont très complémentaires de l'éducation nationale. Il y a une trentaine d'années, quand il y avait les grandes manifestations à Paris, touche pas à mon pote, c'était SOS Racisme. Et SOS Racisme avait été fabriqué par qui? Par la génération Mitterrand qui marchait à côté de ses pompes, comme le disait, oui, donc il y avait Julien Drey, qui est un compatriote d'un militant organisé qui pourrait s'appeler Bernard-Henri Lévy. Donc toute cette communauté organisée défend l'immigration avec SOS Racisme. Donc, et comme ils vont aussi faire des conférences dans les écoles et compagnie. Donc donc il ne faut pas négliger également
l'emprise idéologique de cette petite communauté organisée. Surtout que... C'est ce que je voulais dire quand je parlais de... J'ai bien compris. Voilà. Dans le bouquin de Overton, il fait la liste, je voulais épargner parce que il fait la liste de tout l'argent public qui est versé à ces associations, parce que ces associations ne travaillent pas du tout sur les cotisations de leurs membres. Elles travaillent avec nos impôts. C'est vraiment l'argent public. Hein. SOS Racisme touche des sommes absolument colossales. J'ai oublié le chiffre, mais c'était énorme. Et il n'a presque pas d'adhérents. Dans le petit livre qui était paru il y a 30 ans, Lettre ouverte à la génération de Mitterrand qui marche à côté de ses ponts, l'auteur parlait de la Ligue communiste révolutionnaire et du bureau politique de la Ligue communiste révolutionnaire, où on parlait plus souvent yiddish que français. D'accord. Non, c'est pas ça. Il disait, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas yiddish? Parce que Ben Saïd est séfarade. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais dire aussi que l'Union européenne ne nous aide pas, malheureusement, parce que quand ils font des rapports sur l'immigration, ils disent qu'on va manquer cruellement de main-d'œuvre. Donc, la solution toute faite, c'est de faire venir des populations extra-européennes, au lieu de proposer une vraie politique nataliste, comme tu disais. Mais et ce que... Oui, mais il faut bien commencer un jour. Et puis, sans compter qu'évidemment, ils n'insistent pas assez sur les origines, l'origine chrétienne de l'Europe. Les racines chrétiennes, on n'en parle pas. Justement, c'est la négation de... C'est ce que je voulais dire quand je dis on se pose la question pourquoi. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça se passe? Parce que normalement, le bon sens voudrait que ça se passe autrement. Or, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Il y a des gens qui ont la volonté que ça se passe comme ça. Et l'Union européenne fait partie de ceux qui ont cette volonté. On ne peut pas dire que c'est l'exécutif de l'Union européenne. Il faut arrêter de dire que c'est l'Union européenne. L'Union européenne, c'est comme la France. C'est les dirigeants. Oui, c'est une institution. Il n'y a pas que l'Union européenne. L'exécutif de l'Union européenne. Le Canada, non, il y a une différence. Il faut changer l'exécutif de l'Union de européenne. décomposition. Oui, il faut changer l'exécutif de l'Union européenne. Oui, mais il faut changer aussi ses valeurs. Les valeurs de l'Union européenne ne posent pas de problème. Les valeurs de l'Union européenne, telles que c'est écrit, ça ne pose pas de problème. Alors, je ne sais Non, pas. l'union dans la diversité, ça pourrait être un projet girondin à l'échelle de l'Union européenne. Alors, il faut prendre connaissance. Michel voudrait Oui. intervenir. Alors, Michel. Oui, moi je voudrais attirer votre attention sur la dimension idéologique. Et de fait, l'Union européenne, tu dis que les valeurs ne posent pas de problème, s'ils posent des problèmes, non. L'union dans la diversité, non. Non, c'est pas seulement ça. C'est ça. Bon, je vais finir. Il y a un slogan qui nous est donné à l'envie, c'est que les échanges sont enrichissants. Or, c'est vrai pour les marchands. Ils vivent de l'échange. C'est vrai, peut-être encore plus pour les financiers. Mais pour les autres, c'est pas vrai. Allez voir les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, et vous verrez qu'ils auraient du mal à admettre que les échanges sont enrichissants pour eux. Ils ont été forcés. Alors en fait, c'est vrai que les échanges peuvent être enrichissants entre deux personnes qui ont leur propre valeur, leur culture, quelque chose. Et quand on brasse systématiquement tout ça, eh bien, il n'y a plus rien à échanger. Voilà. Oui. Moi, je veux dire, on parle de la baisse de la natalité, mais moi, je vois autour de moi les amis de ma fille, etc. Il y en a beaucoup qui ne veulent plus faire d'enfants, compte tenu qu'ils ne savent pas comment leurs enfants vont vivre dans le futur avec toute l'immigration qui nous envahit. Alors donc, il ne faut pas encore aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur, alors que nos propres enfants ne veulent plus faire d'enfants parce que justement, on ne sait pas où l'on va. Et ça, c'est un On revient à la question, voilà. Pourquoi certains veulent-ils que ça se passe comme ça, alors que c'est complètement illogique?
Justement, il faut arrêter le migratoire. Mais pour le faire, il faut prendre le pouvoir. Pour le faire, non seulement prendre le pouvoir, mais éradiquer toutes les autres. On dit qu'on peut très bien annuler une loi, on peut très bien annuler la loi du regroupement familial, on peut très bien abroger la loi du sol que Mitterrand a mis, n'importe qui. Il y a des femmes enceintes qui viennent, pour mettre l'enfant ici pour que l'enfant soit français. Tout à fait. Non, on mais demande vous la naturalisation. ne pouvez pas le faire Il si y a vous un n'avez pas le dossier, pouvoir. ça dure des mois et voilà. Il y a le, Exactement. il y a le Il faut fameux abroger ces lois, plan. c'est tout simple. Il y a le fameux plan. Je voudrais dire que moi, la baisse de la natalité, n'est pas forcément un problème, parce que c'est moi une question que je me pose. Voici le Japon, hein, qui a quasiment dominé le monde, alors certes, moi aujourd'hui, parce qu'on fait dépassé par d'autres, par ses voisins, si je puis dire, mais en fait, le Japon est en dénatalité, parce qu'il y a très peu d'immigration depuis des dizaines d'années. Et ceci dit, il va disparaître, j'en sais rien s'il va disparaître, quoi qu'il en soit, depuis. Quoi qu'il en soit, depuis au moins une vingtaine d'années, au moins, on se rejoint au moins là-dessus, hein, il est en dénatalité, puisqu'il y a très peu d'immigration, et il s'en porte pas plus mal. Hein, je termine. Il s'en porte pas plus mal. Pourquoi? Parce que, justement, avec la robotisation dont on parle aujourd'hui, la machine remplace déjà et remplacera de plus en plus l'homme. Or, l'homme, il est là sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il espère, c'est vivre de mieux en mieux, et pourquoi pas travailler de moins en moins. Donc je vois pas pourquoi, parce que fut un temps, effectivement, il fallait des forces de travail, c'était l'animal et l'homme. Aujourd'hui, c'est remplacé, enfin, demain, disons, de plus en plus, remplacé par la machine. Où est le problème? Où est le problème? Qui plus est, on parle de pollution, ou de manque de matières premières à terre, ainsi de suite. Chaque bébé qui naît, sa vie durant consommera 62 tonnes. Certes, le calcul n'est pas de moi, peu importe. 62 tonnes. C'est forcément un prélèvement sur la nature. Donc prenez, c'est une question que je me pose, hein, prenez la surnatalité, prenez la natalité, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Voilà. C'est une question que je me pose. Dans mon esprit, nous sommes 7 milliards. Non, on produit, mais on n'importe pas. Non, mais dans mon esprit, la natalité, c'était d'assurer le renouvellement des générations. Oui, mais même pas mais pour une raison simple. C'est que si on veut que le territoire français perdure, que le paysage soit entretenu, que toutes nos régions soient habitées. C'est une machine pour le boulot. Non, mais les machines, attendez, écoutez-moi, les machines ne feront jamais que le couloir qui se désertifie en France, qui part des Ardennes jusqu'aux Pyrénées, c'est pas des machines qui vont occuper ce territoire. Or, la France aujourd'hui, il y a 16 grandes métropoles qui grossissent, mais le reste du territoire se vide. Hein. Donc, pour l'équilibre même de la France, il faut une répartition de la population qui soit harmonieuse, et il faut au moins le renouvellement des générations. C'est un problème, ça. Mais attendez, la Chine, François, vous voyez que la Chine, ils sont quand même énormes. Ils ont des problèmes économiques maintenant à cause de leur politique. Justement, de natalité d'enfants uniques, eh bien, ils arrivent à avoir, à l'horizon, on voit d'énormes problèmes en Chine. Alors qu'ils sont combien de milliards, enfin de centaines de millions, ils ont même la Chine a des Je pose une question sur la Chine quand même. Est-ce qu'il est crédible que la Chine ait pratiqué la politique de l'enfant unique quand on sait qu'ils étaient 800 millions en 1968 et qu'aujourd'hui ils sont 1,5 milliard. Il faudra qu'on m'explique ce mystère mathématique. Voilà. Parce que ça n'est tout simplement pas possible. Ça n'est tout simplement pas possible. La population a été contrôlée dans les centres urbains, mais à l'intérieur de la Chine, il est évident qu'il y a des centaines de millions de Chinois qui n'ont pas de papier. C'est ça la vérité. Parce que les satellites les voient au sol. Mais par contre, évidemment, la statistique, c'est que c'est la politique de l'enfant unique et que donc ils ont en effet dépeuplé leurs centres urbains. Et c'est en ce sens d'ailleurs qu'ils ont un grave problème démographique, parce que c'est la bande des 400 millions d'habitants de la zone côtière
urbanisée la plus avancée intellectuellement qui a été le plus pénalisée par les politiques d'enfants uniques. Mais dans les campagnes, faites pas confiance que chez les Ouïghours, s'il y a une guerre actuellement à l'intérieur de la Chine, c'est parce que chez les Ouïghours, justement, la natalité est débordante. Mais chez les Ouïghours, il n'y avait pas la politique d'enfants uniques parce que ça concernait que les Xi'an, en fait, pas les minorités chinoises. Pardon ? La politique d'enfants uniques concernait que les Xi'an et pas les minorités. Donc du coup, les Ouïghours, par exemple, n'étaient pas concernés par la politique d'enfants uniques. Et puis il ne faut pas trop s'inquiéter, Françoise, parce que quand tu as dû connaître la chanson de Jacques Dutronc, 600 millions de petits Chinois et moi, ils vivaient avec 600 millions. On verrait dans 10 ans, même moins de 10 ans. Oui, bon, bah, s'ils seront moins nombreux, ils seront moins nombreux. Mais c'est même pas ça. C'est comme le... Non, leur problème, c'est le déficit en filles. Voilà. Ils en sont à fabriquer des poupées séries, des poupées gonflables en série, parce que les Chinois, les jeunes Chinois, n'espassent par exemple. Comme les Chinois veulent de plus en plus produire pour déverser tout ce qu'ils produisent sur les pays comme les nôtres et qui nous détruisent nos industries, la plus grosse bêtise, c'était d'avoir ouvert les frontières pour accepter toute cette marchandise de mauvaise qualité, bon marché, qui font des tas de détritus en plus, parce qu'il y en a beaucoup trop. Vous voyez ce qui se passe? Vous allez dans les brocantes, attendez, mais il n'y a plus que des vêtements en vente. Alors, à ce propos, d'ailleurs, ce matin, sont sortis des chiffres sur le coût de la contrefaçon, et qui vient principalement de Chine. Mais oui, mais c'est une horreur. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est l'évolution. Il y a toujours eu beaucoup de contrefaçon, mais alors maintenant, ça s'envole. Et là, il y a un parallèle à faire avec l'immigration, c'est qu'il y a effectivement vraiment une corrélation entre cette immigration qui croît et cette contrefaçon qui augmente aussi. Puisque cette contrefaçon, elle ne marche que si les réseaux de distribution de ces produits contrefaits fonctionnent. Et ces réseaux de distribution, eh ben, ce sont des réseaux clandestins qu'on connaît, qu'on voit, qui sont visibles, hein, qu'on voit dans les rues. Et voilà, ils sont clandestins, mais quand on voit des cargos gigantesques qui transportent des marchandises qui viennent de Chine ou d'Inde, on pourrait bien faire des contrôles. Donc on revient à la question, pourquoi ça se passe comme ça et qui est derrière, qui le favorise? L'Italie est en train de faire un contrat avec la Chine. Ah oui, mais j'ai vu que Salvini a fait un décret interdisant. Ah oui, Salvini ne veut plus que les gens qui font produire des produits à l'étranger utilisent le Made in Italy. Donc il va interdire le label. Ils vont avoir des contrats avec les banques, une banque chinoise, etc., etc. Mais il y a des quantités de mesures à prendre, seulement il faut les prendre parce que certains ont détruit l'ordre antérieur. Il y a simplement un sujet que nous avions évoqué avec Vincent ici, qui était l'outil référendum. Et moi, il me semble que la fausse bonne idée, ce serait qu'il y ait un référendum sur l'immigration dans l'état actuel des esprits. Parce que quelle serait la question qui serait posée? Elle se limiterait à un quota. Et donc, en fait, ça créerait plus de confusion qu'autre chose. Par exemple, on dirait, on discuterait uniquement du quota d'immigrés. Parce que dans un référendum, soit tu votes oui ou non tel texte de loi qui lui est complet, hein, mais comme là-dessus... Et comment sais-tu qu'ils proposeront un quota? Parce que c'est ce que les Républicains proposent, c'est ce que les socialistes proposent, c'est ce que la République en marche propose, et voilà, par paresse intellectuelle, ils veulent se limiter au quota. C'est tout. De toute façon, on n'aura pas le RIC, alors... Et comme personne n'aura le courage sauf peut-être des souverainistes, mais autrement, ni les Républicains, ni les socialistes, ni la République en marche n'auront le courage d'élaborer une loi complète sur l'immigration. Ils ne feront que une proposition de quota. Non, mais si c'est pour voter que sur le quota, c'est vraiment... Ça ne sert à rien. Non mais, excusez-moi, mais moi je pense qu'on n'aura plus jamais un référendum depuis celui de 2005, à moins de changer de régime. On n'aura plus de référendum. Alors, moi je voudrais apporter quand même une note optimiste. C'est que, donc nous sommes bien d'accord que
une des causes principales des problèmes, c'est l'Union européenne. Eh bien, en ce moment, il y a un livre qui vient de sortir et qui risque de lui donner un terrible coup, peut-être même un coup mortel. C'est le bouquin de Philippe de Villiers. Alors, j'ai entendu sa présentation. Oui, c'est remarquable. Alors, évidemment, Philippe de Villiers, bon, certains ont fait remarquer que ce qu'il a appris, qui fait le titre de son livre, qui est « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu », eh bien, c'est une phrase qui a été prononcée par Couve de Murville, alors que lui-même, Philippe de Villiers, était jeune secrétaire d'État, et donc Couve de Murville était ministre du général de Gaulle. Et on lui a dit, mais pourquoi, si vous avez entendu ça il y a plus de 35 ans, pourquoi ne le dites-vous que maintenant? Mais je ne veux pas, bon, donc explication un petit peu fumeuse, mais quoi qu'il en soit, c'est extrêmement intéressant de constater que il montre que l'Union européenne n'était absolument pas ce qu'on a vendu au peuple, vendu entre guillemets, et qui devait apporter la prospérité, le bien-être, la bonne entente, etc., et qui a au contraire contribué à la désindustrialisation, au chômage, au conflit, à l'invasion migratoire, etc. Après, je crois qu'il n'est pas parlé, il a évité le sujet. Mais en tout cas, il montre que l'Union européenne a été une construction financée par la CIA dans le but de détruire la France. Et c'est une chose que répète François Asselineau. Il l'a dit avant de Villiers, hein. Oui. Asselineau, il le dit depuis déjà plusieurs années, ça fait 6 ou 7 ans que Asselineau décrit l'origine de l'Union européenne et montre que c'était une volonté des États-Unis de mettre ensemble des gens qui allaient tous tirer à U et à Dia, et du coup, ils seraient neutralisés. Georges. Et tout ceci est corroboré par la politique allemande telle qu'elle est suivie à l'heure d'aujourd'hui, qui n'est ni plus ni moins que l'application de la politique de Bismarck. Puisque Bismarck avait toujours dit qu'il fallait abattre la France dans tout ce qu'elle représentait, tant sur le plan spirituel et économique. Et en fait, on se rend compte que la politique allemande, telle qu'elle est suivie depuis des années, et c'est l'Allemagne qui tient le fer de lance là, de l'Europe, hein, et nous sommes les dindons de la farce. De rien. Il faut lire et le là, livre de Belleville. je vous conseille de relire tout ce qui a été dit par Bismarck à la chute du Second Empire. Et vous verrez, c'est toujours d'actualité. Oui. Françoise. Oui, Françoise. Jean-Christophe Lévesque avait fait une conférence juste avant le traité de Maastricht. Il avait déjà tout dit. Et une chose que dit Philippe de Villiers aussi, c'est que bien sûr tout le monde était au courant. Donc il n'en parlait pas, tout le monde était au courant. Mais, et pourquoi il en parle maintenant? Parce qu'il ne fait plus de politique. Donc il ne risque on va le traiter de fou, je ne sais pas quoi. Mais Jean-Christophe, c'est admirable, il avait bien dit que c'était l'intérêt des États-Unis et que Schuman et comment ça s'appelait, on leur a donné beaucoup d'argent pour cette fameuse union européenne. Il y a des preuves, on les a payés. J'en profite, Marie-France je fais une petite parenthèse simplement pour dire, puisque Françoise parle de Jean-Christophe, pour dire que la prochaine réunion du Centre Lédiguerre aura lieu le 29 avril et sera consacrée à l'Europe, et nous allons faire venir, comme nous l'avions fait au moment des élections présidentielles, nous allons faire venir les forces souverainistes. On va inviter voilà, le Rassemblement National, Debout la France, etc. Enfin, viendront ceux qui voudront venir, et où on évoquera donc les élections européennes. Donc ça sera le 29 avril. Et puis en mai, ça sera Jean-Christophe Lévesque qui fera un point de la situation de la France au plan économique. Voilà. Parce que c'est sa spécialité. Oui. Comment mais moi je pense à l'accord de Marrakech. L'accord de Marrakech, il a été présenté par l'ONU. Et alors pourquoi les pays européens auraient très bien pu ne pas voter? Il y en a qui mais le texte, la façon dont il a été fait,
eh bien en fait c'est une majorité, même s'il n'y a pas eu de vôtre. Et pourquoi l'Union européenne a accepté certains pays. Oui, certains pays. Pourquoi l'Union européenne, dans ce cas-là, a accepté qu'il y ait un accord qui soit fait par l'ONU? L'Union européenne, elle peut quand même très bien... Parce que c'était immigrationniste, donc ça leur plaisait. Exactement. Oui, je sais, mais n'empêche qu'on est rentré dans le jeu de l'ONU et qu'on aurait très bien pu réagir. Michel, France, c'est le président de la République française qui a décidé tout seul d'être salarié du pacte de Marrakech, et ça c'est lié à nos institutions de la Ve République qui ont institué un président de la République qui est un monarque républicain, qui ne répond à personne de ses actes. Et si aujourd'hui nous sommes dans les difficultés où nous sommes, c'est d'abord parce que les institutions de la Ve République permettent à l'État de durer. Parce qu'avec la crise sociale et la crise économique que nous vivons, s'il n'y avait pas les institutions de la Ve République pour permettre à un carteron de forcener à Paris, de se maintenir au pouvoir, ils auraient été balayés. Si nous étions dans une démocratie parlementaire comme sous la 4ème République, il y a belle lurette, et tout ça serait plus tout ça. Tu ne feras pas regretter la 4ème République. Je vous invite à réfléchir sur le fait de savoir s'il n'est pas regrettable de ne plus être sous la 4ème République. Qui est la souffrance, elle n'est pas seulement économique, elle est aussi morale. Et pas seulement nous Français, mais également les immigrés. Tout à fait. Il y a eu des études qui ont été faites en ethnopsychiatrie, Toby Nathan et quelques autres, qui montrent bien qu'en réalité, bon, certains arrivent à se débrouiller avec 2 cultures. Il y en a encore une. Mais certains sombrent. Et ça leur coûte très cher, sur le plan moral. Moi, je pense à toutes ces petites filles maghrébines qui mettent le voile à la maison et qui sortent et les aiguisent en vente et reviennent. Bon, elles peuvent fonctionner. Tout le contraire. Mais quand je pense, comme un Brasseux, lorsqu'il arrive à Marseille, se déguise en descendant d'esclaves américains avec la casquette à l'envers et va jouer rien du tout, la banalité des médias. Eh bien, il y a un véritable travail d'effondrement des identités, de ce qui fait de nous des hommes. Et voilà. Non, c'est tout à fait. Je pense que mais tu as raison, il faut, société dans notre argumentaire, commencer par nous-mêmes. Dans notre argumentaire, il ne faut pas utiliser que des arguments pour nous défendre nous, mais aussi parce que les immigrés en souffrent et les premières victimes de l'immigration, c'est les immigrés. Oui, mais quand même, moi je me souviens d'une phrase du Dalai Lama qui a dit que quand on n'est pas dans son pays, eh bien on doit travailler double que ceux qui ne sont pas dans leur pays. Moi j'ai vu en Inde les enfants, eh bien il faut voir comme ils travaillent. Je veux dire, ils apprennent plusieurs langues, ils travaillent énormément sur le plan psychologique, sur le plan culture, alors qu'en France actuellement, on se retrouve quand même avec certains qui n'ont même pas envie de travailler en classe, qui sont dans un déni total, et après, comment dirais-je, quand on veut s'intégrer dans un pays, eh bien, on ne fait pas ça. La première chose, c'est d'apprendre la langue du pays, c'est d'aller vers les autres, voilà. Alors que là, on a l'impression que certains demandent tout, mais en contrepartie, n'apportent rien. Et moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Parce que dans un pays, on a des devoirs aussi. Et on a l'impression qu'avoir des devoirs, c'est une chose qu'ils ne connaissent pas. Michel, tu voulais compléter ton... Oui, bah, j'ai pas lu. J'ai regardé en vidéo une conférence que je trouvais intéressante, mais je n'avais pas retrouvé le nom de l'auteur. L'idée, c'est qu'il y a une hyperclasse, une super élite, qui tente à réduire au maximum ce qu'on appelle la classe moyenne, et qui se paye des esclaves ou des serviteurs. Et c'est vrai que les seuls emplois, utilités sociales que trouvent beaucoup d'immigrés, c'est le travail
au service des personnes. Hein, et puis, garder les enfants. Puisque tu parles de ça, c'était peut-être avec toi, Jean-Marie, qu'on évoquait qui constitue les sociétés de surveillance. Qui constitue, et quel est cet effectif absolument considérable de ces sociétés de surveillance? Et ben, lorsque tu regardes les effectifs dans ces sociétés de surveillance, c'est essentiellement des gens venant de l'immigration. C'est-à-dire qu'on confie notre sécurité à des sociétés de surveillance qui sont essentiellement constituées d'halogènes. C'est ce que faisaient les Oui, Romains. parce que moi je connaissais un directeur d'une entreprise de sécurité, et ben il estimait que c'était une bonne chose justement d'avoir ce personnel-là, parce qu'il connaissait le comportement des gens, et que dans ce cas-là, ça représente 2 fois les effectifs de l'armée française, de l'armée de terre. Alors ça, tout va bien. C'est un argument gigantesque. Le coût de la sécurité, c'est gigantesque. Bien sûr. Les clubs de sport à la région, voilà. Il y a une chose qui n'a pas été évoquée. Il y a une chose qui n'a pas été évoquée, c'est l'économie informelle et le commerce de la drogue. En même temps, il faut voir les voitures qu'ils ont à Grenoble. Alors le travail, je veux bien, mais enfin bon. Maintenant, ça rentre dans les statistiques d'enrichissement. Moi, je voudrais faire une petite observation sur ce que vous avez dit sur le fait qu'on prend des agents de surveillance qui connaissent les mœurs. ben moi c'est les directeurs. Oui. C'est probablement un élément exact, mais moi je pense que c'est aussi un moyen d'exercer sur nous une pression, parce que nous aussi nous sommes surveillés par ces gens-là. Moi ça me met vraiment hors de moi que les agents de contrôle dans les grands magasins ne soient que des gens, comme on dit, issus de l'immigration. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de blancs? Ça veut dire que lorsque des non-européens sont appréhendés, ils hurlent au racisme. Donc c'est encore une manière d'exercer une pression sur nous. Oui, tout à fait. Mais là aussi, il y a des moyens de résister. Allez au Pays Basque, allez en Vendée, allez en Corse, les petits emplois d'agents de nettoyage, les petits emplois de sécurité sont tenus par des Corses, par des Basques, par des Vendéens. Donc il n'y a pas de raison qu'on se résigne à ce que, y compris chez nos enfants, eh ben, les petits boulots ne soient pas occupés aussi par nos enfants. Il n'y a pas de honte. Non, il n'y a pas de honte, mais il n'y a pas de honte, il n'y a pas de fatalité à ce que ça soit tout le temps sous-traité. Alors, on revient là à l'éducation nationale. Non, mais même aux familles. Le discours, si, alors excuse-moi. Dans l'éducation nationale, le discours c'est il faut pousser tout le monde vers le haut, tout le monde ingénieur, tout le monde avocat, tout le monde médecin, tout le monde pilote de course, tout le monde, voilà, tout le monde en haut. Et quand on a mis tout le monde en haut, qu'est-ce qui reste? Eh bien, moi j'ai assisté à des conseils de classe dans lesquels les parents diraient, les parents d'élèves venaient dire ah, mon fils ne sera pas carreleur, mon fils ne sera pas maçon, les maçons ne trouvent pas d'apprentis, les carreleurs ne trouvent pas d'apprentis, les charpentiers ne trouvent pas d'apprentis, et donc faire ces emplois, là aussi il y a quelque chose à faire dans l'éducation nationale. Le monde du bâtiment est assez épargné, moi je connais ce monde-là, est assez épargné, le monde du bâtiment, et peut-être parce qu'aussi c'est difficile. Oui. Épargné comment? Épargné comment? Épargné des étrangers. Ah bon? Ah ben c'est pas... Dans l'artisanat. Ah, dans l'artisanat? Ah oui, mais dans les chantiers... Ah oui, bien sûr, dans l'industrie du bâtiment, je sais pas, mais dans le... Vous savez, non, mais c'est une boutade. La blague, on disait un portugais quand il naissait, pour déterminer le métier qu'il faisait, on le jetait. S'il restait accroché au mur, il était maçon, s'il tombait par terre, il était carreleur. On a écouté sur cette... Oui, sauf si vous avez des questions de l'énergie, sinon on continue à voter. Il y a encore une petite... On n'a pas parlé de la rémigration. Mais c'est un sujet un peu tabou. Mais, non, mais bon, la réimmigration, c'est... C'était juste pour évoquer... Un instant, il y a encore une question, s'il vous plaît. Le plan Koudenov-Kalergi, c'est une volonté ou c'est une... Bon, on en parle beaucoup. Oui.
je sais pas. Et, en tout cas, ça existe, hein, il y a des documents. Mais par contre... Certains disent que c'est... Par exemple, Christine Tazin, si vous la connaissez, elle trouve ça merveilleux, il a une vision de chevalier comme au Moyen-Âge. Oui, il y a un article de Christine Tazin, c'est un peu étonnant. Donc, voilà, moi personnellement, je ne suis pas convaincu, mais je trouve que c'est plutôt... Lui-même était japonais aussi, oui. japonais. Bon, mais bon, si les gens veulent se mélanger et que ça leur fait plaisir, pourquoi pas? Mais là où ça commence à devenir pénible, c'est quand on oblige. Nadia, simplement, il ne faut pas évacuer la question de la reconduite à la frontière et de la remigration. C'est vrai que moi, ce que j'ai lu pour préparer cet exposé, c'est que tous les spécialistes le disent, c'est une question de volonté. On a le dispositif juridique pour le faire rapidement, efficacement, avec des négociations avec les pays d'origine, mais on ne le veut pas, on ne le fait pas. C'est une question de volonté politique. Oui, mais la volonté politique résulte d'un rapport de force. Il faut et pour le faire, on va peut-être s'arrêter là. Il faut prendre le pouvoir. On revient toujours au même point. Bientôt 2 heures. Non, il est pas 10 heures. Non, disons qu'il est bientôt 2 heures. Voilà. La première étape, c'est de virer le Parlement européen d'aujourd'hui. Oui, mais c'est la première étape. Alors, les prochaines élections seront un moyen de donner un coup de pied au derrière à ces gens-là. Oui, mais le Parlement européen n'a pas de pouvoir. Il faut pister les votes des députés européens, car il y a des députés européens qui vont se présenter à vous et qui doivent être virés, car ils ont voté les sanctions contre la Pologne, ils ont voté les sanctions contre la Hongrie, et c'est nous qui allons les sanctionner. Voilà. Je crois qu'ici, il n'y aura pas beaucoup de propositions. Moi, je propose de passer à côté.